Comme nous le savons fort bien, la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Aujourd'hui, 62 ans après, on se demande quel est le niveau de la participation de l'homme congolais à l'aventure de l'esprit humain. Avant d'en arriver là, je pense bien qu'il faut d'abord se poser la question sur qu'est-ce que le Congolais a comme bagage dans son esprit, dans sa tête, pour parvenir à donner à son pays quelque chose de meilleur et d'essentiel. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous sommes en train de parler du système éducatif congolais et des conditions dans lesquelles l'éducation est-elle dispensée dans nos écoles, dans nos universités, à tous les niveaux d'enseignement. Ceci nous permettra de savoir qu'est-ce que le Congolais possède pour donner à son pays afin de définir son émergence et la qualité de l'homme, outil pour le développement sans embûche. Pour le faire, nous avions eu besoin d'un corps du monde d'enseignants, nous avons eu besoin d'un cadre du monde des enseignements en République démocratique du Congo. C'est ainsi que nous avons invité l'inspecteur chef de poule primaire extension de la Gombe. Avec lui, nous allons parler de ces sujets. Il s'appelle Alphonse Kapata. Il est avec nous sur ces plateaux. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à l'heure du Congo. Bonjour et bienvenue également à notre invité. Merci bien, messieurs les journalistes, de l'honneur que vous nous faites de nous recevoir sur votre plateau pour parler de notre système éducatif. C'est vraiment un réel plaisir pour moi de partager avec nos téléspectateurs ce que nous avons de plus cher, qui est l'éducation en République démocratique du Congo. Très bien, pour cette introduction qui nous a introduit en beauté, inspecteur Alphonse Kapata, vous êtes inspecteur chef de poule primaire à la Gombe. C'est quoi vraiment votre travail? Oui, un inspecteur chef de poule, c'est d'abord un inspecteur, quelqu'un qui a été admis dans les corps des inspecteurs après concours et stage probatoire. Et il est accepté au corps et il fait partie intégrante du corps des inspecteurs de l'EPST dans notre pays. Alors l'inspecteur chef de poule, il a des attributions qui lui sont dévolues par l'arrêté ministériel MINEPSP Barkab-Mine numéro 200-2008 du 28 août 2008. 2008. Ah, ok. De temps en temps, vous visitez à votre bureau qui se trouve dans l'enceinte de l'Institut de la Gombe et on a passé plusieurs interviews avec vous toujours sur les conditions de l'enseignement. Je pense que là, nous sommes en pleine vacances. Hein? En pleine vacances pour les écoliers qui sont déjà à la maison, mais pour nous, nous continuons encore à travailler parce que nous sommes en pleine période de correction de l'ENAFEP pour ce qui est du primaire et la correction pour les TENASOSP pour la 8e année et pour l'examen d'État pour les finalistes des humanités. Inspecteur, depuis plusieurs années, nous savions que chaque 2 juillet, c'était la proclamation dans toutes les écoles. Alors, le rendez-vous scolaire est arrêté. On attend 2 mois après pour reprendre. Depuis un temps, on ne sait plus saisir cette journée du 2 juillet. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Qu'est-ce qui s'est passé avec la pandémie de Covid-19? Il y a eu beaucoup de perturbations dans le système éducatif congolais, surtout quant à l'application de son programme, de son calendrier scolaire. C'est ainsi que nous avons travaillé suivant cette perturbation. Mais je pense que le ministère des tutelles, aujourd'hui avec le professeur Tony Mwabakazadi, les choses vont redevenir à la normale parce que la rentrée scolaire prochaine est déjà fixée pour le 5 septembre 2022. Très bien, inspecteur Alphonse Kapata. Le monde entier aujourd'hui est en train de critiquer le système éducatif congolais parce que la RDC ne produit pas des citoyens capables d'assurer la transformation de leur pays, mais aussi de doter leur pays des outils nécessaires
multiforme dont ils ont besoin pour leur émergence. Qu'est-ce que cela vous fait quand vous entendez pareille déclaration? Oui, pareille déclaration ne peut que nous étonner. Parce que si je suis devant un journaliste qui manipule correctement le français et qui est capable de construire les raisonnements, il ne me dira pas qu'il a évolué en dehors du système éducatif congolais. Je doute fort. Donc c'est pour dire que notre système peut-être n'est pas bien compris parce que les gens les taxent de beaucoup de mots. Mais moi je suis très fier de dire que le système marche parce qu'aujourd'hui nous avons des Congolais capables. Pour votre gouvernement, il est arrivé en 2015. Nous avons été invités, quand je dis nous, c'était 30 Africains. 6 Congolais de la République démocratique du Congo, 6 Maliens, 6 Burkinabés, et 3 Rwandais et 3 Burkinabés. Nous sommes allés subir la formation en Suède. C'était sur les droits de l'enfant dans le contexte de la salle de classe et la gestion de l'école. Lors de nos rencontres, il s'est fait que la délégation congolaise de la République démocratique du Congo a été supérieure à toutes les délégations. Et personne ne pouvait même croire que nous venions réellement de la République démocratique du Congo. Il s'est posé mille et une questions si en République démocratique du Congo, il y avait des écoles et des bonnes écoles. Nous avons dit que nous qui sommes devant vous, nous n'avons jamais évolué en dehors du système éducatif congolais. Nous sommes le fruit, le produit de ce système. Donc si vous nous appréciez, donc appréciez aussi notre système éducatif. Et c'est quoi l'impact? L'impact parce qu'aujourd'hui, tout celui qui a évolué dans le système éducatif congolais, il est compétitif. Nous avons nos enfants qui quittent les pays pour les pays étrangers. Je ne pense pas qu'ils tirent la queue de leur classe. Hein? Non, mais on retient qu'à l'étranger, la plupart des Congolais qui arrivent, ils sont rétrogradés. Pourquoi on ne fait pas confiance des acquis internes? Ce n'est pas seulement pour la République démocratique du Congo. Pour tout citoyen du monde qui arrive dans un système qui ne s'adapte pas, celui-là doit reculer. Mais celui qui s'adapte, en tout cas, on ne les rétrograde pas. Il continue. Et pour le nombre de Congolais que je connais, ils sont en train de briller. Ça, je peux le dire avec certitude parce que j'ai des enfants que j'ai eu moi-même à former qui sont aujourd'hui des grands médecins chez les Occidentaux. Alphonse Kapata, cette question va peut-être vous étonner ou étonner ceux qui nous suivent, mais ils en comprendront l'importance lorsque vous serez en train de nous répondre. C'est quoi la valeur ou l'importance de l'éducation scolaire, l'éducation scientifique dans un pays? Oui, l'éducation scolaire d'abord, c'est quelque chose qui est voulu déjà par les instruments juridiques. Si nous allons dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, vous conviendrez avec nous que il est fait obligation à tous les pays du monde de faire scolariser leurs citoyens. Et la République démocratique du Congo, comme un pays de l'Organisation des Nations Unies, et c'est souscrit aussi dans cette logique. C'est pourquoi l'État congolais s'investit à former les citoyens congolais. Très bien. Alors, l'éducation scientifique est séquencée, hein, selon et modulée par étapes. Très souvent, nous commençons par l'école maternelle, nous passons par l'école primaire, nous sommes au secondaire. Dans l'école secondaire, nous avons le cycle d'orientation, quand même aujourd'hui on parle de 7e et 8e, et puis nous avons les humanités. Vous qui êtes dans ce corps éducationnel congolais, essayez un peu d'aider les Congolais à découvrir ce que vaut chaque cycle, chaque étape éducationnelle dans notre pays surtout. Que vaut l'école maternelle, par exemple? Bien, merci, monsieur le journaliste. Pour parler du type classique de l'éducation scolaire, nous avons 4 types d'enseignement. Nous avons d'abord l'enseignement maternel. C'est un enseignement de 3 ans. Est accepté à ce niveau l'enfant qui a 3 ans révolus. En passant les 3 ans, il aura exactement 5 ans et demi et 6 ans pour passer maintenant au cycle primaire. Pour parler du cycle maternel, pourquoi nous organisons l'enseignement maternel? Parce que c'est un cycle très important qui développe
et éveille la curiosité de l'enfant qui sera le citoyen de demain. Vous voyez? Donc, les gens peuvent croire que l'enseignement maternel n'est pas utile, mais ils se trompent. L'enseignement maternel, c'est un cycle important qui prépare déjà l'enfant à aborder l'enseignement primaire. Ok. Et pour ce qui est de l'enseignement primaire, c'est un cycle de 6 ans. Et en nomenclature unique, séparé en degrés. Donc, nous avons pour les primaires 3 degrés, les degrés élémentaires qui comprend les classes de première et deuxième, les degrés moyens qui comprend les cycles, les classes de troisième et quatrième, et les degrés terminales qui comprend les classes de cinquième et sixième année. À la fin... Pourquoi a-t-on appelé cela le cycle primaire? Le cycle primaire, c'est une appellation que le pouvoir organisateur a voulu appeler ça ainsi. Donc, c'est le pouvoir organisateur qui a les monopoles. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on entend dans l'organisation de la société, les secteurs primaires, tertiaires. Non, loin de là. Okay. Loin de là. Oui, allez-y, développez le cycle primaire a reçu mission des autorités de la République pour former les citoyens à ce niveau-là, qui sera capable de lire, d'écrire, de calculer et de s'exprimer. Voilà la mission de l'école primaire. Donc à l'école maternelle, on teste la curiosité, on développe la curiosité de l'enfant. Quand il passe au cycle primaire, c'est de lui apprendre à lire. Je comprends d'ailleurs pourquoi c'est primaire, parce que ça sont les besoins primaires de l'homme. Tout à fait. Lire, écrire, calculer, on peut et s'exprimer. Et s'exprimer. Très très bien. Je pense que ceux qui nous suivent à la maison comprennent très bien, surtout ceux qui ont des enfants. Ça fait leur bonheur parce qu'ils comprennent et c'est que ce cycle va rendre exactement à leurs enfants et ils ne regretteront pas les frais qu'ils dépensent ne serait-ce que pour le transport. Passons maintenant au cycle secondaire. Et dans ce cycle-là, on avait ce qu'on appelait le cycle d'orientation. Et puis on avait les humanités. Si on peut comprendre ça. Très bien. Le législateur a voulu clarifier les choses pour l'enseignement secondaire. L'enseignement secondaire est réparti en deux. Nous avons les cycles terminal de base qui comprennent les classes de 7e et 8e, ce qu'on appelait jadis première année, deuxième année CO. Peut-être que les gens ne comprennent pas suffisamment pourquoi on doit réhabiliter les tests d'orientation. Les tests d'orientation est très important parce que on a fait des études pour voir le développement de l'intelligence humaine. On a trouvé qu'à l'âge de 14 ans, l'intelligence humaine qui était dominée par les facteurs généraux se spécifie maintenant. Alors celui qui a des aptitudes littéraires, il doit vraiment avoir des facilités dans la littérature. Celui qui a des aptitudes scientifiques verra aussi ses aptitudes de sciences se développer et ainsi de suite. C'est pourquoi dès qu'on a 14 ans, si on a bien fait ses études, on serait déjà au niveau de la 8e année. Et le test viendra maintenant pour découvrir les aptitudes pour une orientation utile. Et où sont passés les conseillers d'orientation? Non, les conseillers d'orientation existent bel et bien. C'est peut-être qu'ils sont mal connus du public. Ils sont là, ils font leur travail. Non, ils sont mal connus des élèves d'abord eux-mêmes parce que on ne sent pas la présence des conseillers d'orientation dans le choix des filières par les élèves. Oui, c'est au niveau du primaire parce qu'on ne les sent pas. Mais au niveau du secondaire, ils sont là, ils accompagnent les enfants et ils résolvent plusieurs problèmes qui se posent à ce niveau-là. Comment se définit vraiment le rôle de conseiller d'orientation et ça s'applique comment? Oui, le rôle de conseiller d'orientation c'est défini par même l'appellation orientation scolaire et professionnelle. L'enfant qui a commencé l'école maternelle, il avait certes des ambitions, mais avec le développement de son intelligence et qui va se spécifier à l'âge de 14 ans, cet enfant va mener des études qui vont l'amener soit à embrasser directement les métiers, soit à continuer avec les études ultérieures.
Et les conseillers, c'est là l'importance du conseiller d'orientation qui intervient lors de sa formation pour l'accompagner, l'expliquer, même les réalités du terrain d'emploi. Parce qu'aujourd'hui, les élèves arrivent à l'école, ils veulent devenir Monsieur X sans en avoir d'abord l'intérêt, les compétences et les aptitudes. Donc, il revient maintenant au conseiller d'accompagner cet enfant, d'abord de lui faire voir par rapport à vos aptitudes. Si vous embrassez tel domaine d'études, vous le ferez avec beaucoup d'aisance et facilité que si vous embrassez telle autre filière d'études. Alors, il intervient à ce niveau-là. Et au niveau du marché d'emploi, le conseiller d'orientation peut aider le jeune esprit à comprendre que, bon, avec telle filière, à la fin de vos études secondaires, vous pouvez directement commencer à travailler, comme pour les humanités pédagogiques. Dès que vous terminez, donc vous êtes déjà disposé à enseigner demain. Faut-il encore que vous ayez cet intérêt et la passion d'enseigner. Ok, très bien, inspecteur. Alors, pour un citoyen qui termine le cycle secondaire, il obtient son bac, quelle peut être déjà son importance dans la société? Quelles sont les prestations dont on peut attendre, quelles sont les prestations qu'on peut attendre d'un tel individu dans la vie sociétale? Très bien. Là, il faut distinguer l'enseignement normal avec l'enseignement technique. Okay. Lorsque vous abordez l'enseignement, la filière générale, vous vous préparez à aborder les études supérieures ou universitaires. À ce moment-là, vous êtes préparé, par exemple, quelqu'un qui fait les humanités scientifiques. Okay. À la fin de ses études secondaires, il n'est pas préparé pour le travail. Lui est préparé pour aborder les études supérieures ou universitaires. Mais celui qui a fait les humanités pédagogiques, par exemple, à l'issue de ses études secondaires, il peut déjà être engagé comme enseignant du primaire et prester et avoir son salaire à la fin du mois. Et une fille qui termine, par exemple, la coupe et couture, parce qu'il y a l'examen qui les attend. Nous attendons l'ouvrage à l'issue de l'école secondaire. L'enfant qui termine ce cycle-là en coupe et couture, elle sera capable de quoi? Donc, elle sera capable de confectionner un habit qui peut être porté par vous et par moi. Voilà, il est déjà préparé pour la vie. Très bien. Alors, Alphonse Kapata, nous avons constaté une certaine ascendance des parents sur les enfants dans les choix, par exemple, des domaines d'études. Beaucoup d'enfants diront qu'ils en ont été victimes. Je voudrais bien étudier dans la section scientifique, mais mon père me dit, puisqu'il est avocat, je dois faire le social ou la littéraire, afin que je sois demain avocat comme lui, pour que la famille ne manque pas un avocat qui peut assurer les affaires juridiques familiales. Au niveau des écoles, quelle est la politique mise en place par le gouvernement pour que les parents cessent d'imposer cette ascendance-là sur les enfants? Bien. Lorsque vous lisez la loi, on reconnaît aux parents la qualité d'être les premiers responsables de l'éducation de son enfant. Cela ne lui donne pas le droit d'inhiber le besoin de l'enfant. Très souvent, lorsque l'enfant arrive, le parent a des ambitions pour lui, alors c'est là où il y a la guerre d'intérêt. Et c'est le travail que font les conseillers d'orientation pour concilier le besoin réel de l'enfant par rapport à ses aptitudes et les besoins des parents. Mais pour les parents qui se montrent coopératifs, ils finissent par reculer et donner la possibilité à leurs enfants de faire les études qui sont conformes à leurs aptitudes et à leurs besoins. Mais pour les parents qui ne comprennent pas, nous allons les regretter parce qu'au finish, l'enfant sera bloqué et donnera l'impression de ne pas être intelligent. Mais l'enfant est intelligent, mais sauf qu'il a été très mal orienté. Très bien. Vous pensez que dans le système éducatif congolais,
nous avons pris en compte tous les aspects qui touchent au développement et du Congo et du monde, ou vous pensez qu'il y a encore des filières ou des domaines d'études qu'il faut joindre? Oui, puisque l'école d'abord, c'est un bien de la communauté. L'école doit répondre aux besoins de la communauté. C'est pourquoi, dans la politique actuelle de son Excellence, Monsieur le Ministre, le professeur Tony Mwabaka a dit... Donc s'il n'était pas ministre aujourd'hui, on n'aurait pas connu... Peut-être, parce que lui, il est engagé. Il est engagé, il est lui-même professeur. Il sait que il faut investir dans l'éducation pour que demain, l'enfant congolais qui termine sa filière d'études soit utile d'abord à lui-même, parce que les gens pensent qu'on doit être utile seulement par rapport à la famille, à la société. Non, on doit d'abord rendre l'homme utile par rapport à lui-même, par rapport à la famille, par rapport à la société. Voilà. Est-ce que le système éducatif congolais a tenu compte de tout ce qui ne va pas au pays, tout ce qui est en manque ou en carence au pays, pour dire que organisons les enseignements de sorte que ceux qui auront fini ne serait-ce que le cycle humanitaire ou secondaire, hein, disons secondaire, effectivement, puissent avoir comme domaine de prestation tout ce qui peut accompagner le pays directement à son développement? Oui, c'est pourquoi lorsque vous rentrez dans la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation, qui est notre boussole, et on a plaidé pour la professionnalisation de notre système éducatif. Alors les efforts sont en train d'être menés, c'est question de réunir le moyen conséquent pour que cela soit une réalité demain. Mais je suis très content parce que déjà la volonté est là et les moyens sont en train d'être réunis pour que demain, l'enfant congolais qui termine le cycle des humanités puisse contribuer à son niveau à l'émergence de notre pays. L'enseignement professionnel, on dit enseignement primaire, secondaire et technique. L'enseignement technique, l'enseignement professionnel, c'est quoi la nuance? Oui, l'enseignement technique, c'est un enseignement général qui est donné aux enfants et les prépare à la technique. Par exemple, quelqu'un qui fait l'électricité, il termine son cycle secondaire. Il peut être capable, ne serait-ce que de faire les installations électriques de la maison. Dans notre pays, c'est considéré comme concernant le moins intelligent ou le pauvre. Non, quand on fait la technique, c'est pour le développement du pays. Voilà l'image qu'on avait de l'homme blanc. Vous pensez que quelqu'un qui a fait les études techniques ou professionnelles... Il ne sera pas dans un bureau? Non, il ne sera pas dans... sale sous une salopette. Très bien, mais en train de contribuer à la construction du pays. En train de contribuer à la construction du pays. Très bien, vous disiez technique, professionnelle. Oui, technique, là vous touchez vraiment tout ce qui est technique et vous savez que la bataille de demain, ça sera sur le plan technique et technologique. Très bien. Alors nous devons vraiment orienter, conjuguer nos efforts vers l'enseignement technique pour former des Congolais capables de répondre demain aux besoins du développement de notre pays. Très bien. Et pour la professionnalisation, c'est un cycle court. Dès que vous terminez, vous êtes préparé déjà à rendre service à la nation, à devenir utile pour soi-même et pour son environnement. Très bien. Vous comprenez que c'est une émission très intéressante. Je doute qu'il y ait déjà une émission de ce genre où nous sommes en train de découvrir vraiment la politique éducationnelle ou éducative en République démocratique du Congo. Alphonse Kapata, à quand l'intégration des langues nationales dans le système éducatif congolais? Oui, la loi cadre numéro 14/004 du 11 février 2014 a déjà réglé ces problèmes. C'est peut-être par complexe que nous sommes en train de rester longtemps. Qui est complexe? Nous, Congolais. Et certains parents congolais qui pensent que lorsque l'enfant apprend dans sa langue maternelle, il est moindre que l'enfant qui apprend en français, en anglais. Non, monsieur. Les langues congolaises, dans notre système éducatif, nous servent des médiums. Donc, le moyen de facilitation. Vous voyez, et les langues étrangères,
seront pour quelqu'un qui a déjà maîtrisé les langues nationales. Alors, pour passer à une langue étrangère, il fera seulement les transferts. Parce que ce que je connais déjà dans ma langue, je peux facilement transférer ça dans une autre langue. Okay. Hein? C'est vraiment nécessaire que nos langues soient données. Et je suis content parce qu'à une certaine période, j'ai eu même la mission d'aller former le formateur de la province éducationnelle de la Tchouapa sur la lecture-écriture en langue congolaise. Okay. Et c'était intéressant de voir, est-ce que vous avez déjà vu l'enfant congolais en train de lire et d'apprendre dans la langue, dans nos langues nationales? Ça fait que dans certains foyers, quand un enfant parle sa propre langue, il est sujet à une punition. Ah oui, ça c'est ce que j'ai appelé complexe. Même aux écoles, on nous faisait porter des symboles, si vous parlez lingala. Oui, ça c'était dans l'ancien temps. Maintenant, il y a la volonté que nos enfants apprennent dans nos langues. Parce que l'enfant qui apprend dans sa langue, il est déjà préparé à maîtriser les autres langues, parce qu'il n'aura qu'à faire les transferts de ce qu'il connaît déjà dans sa langue pour les langues étrangères. Très bien, ce qui certainement sera très difficile, alors il faut de l'abnégation pour y parvenir. Très bien, il faut valoriser nos langues, c'est très important. La notion de la souveraineté dépend aussi de l'utilisation de ce qui est vôtre, c'est-à-dire ce qui est nôtre, c'est d'abord notre langue. C'est à travers la langue que l'on s'affirme comme membre d'une société et l'on maintient sa culture. Nous passons au deuxième chapitre, allais-je dire, de notre émission où nous allons parler de la gratuité de l'enseignement, ce qui est un grand apport dans le domaine de l'enseignement congolais et qui permettra à ce que tous les enfants puissent bénéficier de l'enseignement. C'était quoi la motivation pour les dirigeants congolais de vouloir rendre l'enseignement totalement gratuit? Oui, avant de répondre à la question de la gratuité, j'aimerais quand même placer un mot pour les langues nationales. Aujourd'hui, vous serez étonné si je me mettais à exécuter l'hymne national en version lingala. Je vais seulement chanter un peu et puis vous allez comprendre. Allez-y. Tele mabana Congo bomoko ya bokoko bomoko na piko pona bonsomi tombola mitu kala engumba na seko tokende alima na kimia bana piko na mosala totonga mboka koleka kitoko na kimia. Oyoki? Très bien. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Quand vous êtes à la maison, vous devez applaudir pour l'inspecteur Alphonse Kapata pour ses morceaux. On découvre que vous avez aussi une belle voix au-delà de tout. Et au-delà de tout, bah, par exemple, les carrés. Hein? Très bien. Avant que l'enfant apprenne cela en français, il peut apprendre cela en moi, j'ai appris les figures géométriques à l'Équateur. J'ai étudié à l'épée Mwinda à Bosonzo. Il y avait Mokoloto Semba Motelema, Motengama, Molala, Bukana, pe okomona kare ezali etanda ya bipa imane makokana na matumu mane semba. Non. Esengeli bana na biso ba pour la peine à lokota. On va avoir toute une émission où nous allons parler essentiellement de ceci, cela, mais il faut beaucoup de recherche, il faut savoir ce que signifie atome, molécule, or, diamant et tout ça. On doit trouver ces appellations dans le lingala. On revient avec cette histoire de la gratuité de l'enseignement. L'histoire de la gratuité, c'est d'abord voulu par la volonté internationale et matérialisé par l'État congolais. Je dois vous dire que la gratuité de l'enseignement, c'est une très bonne chose. Parce que moi qui vous parle, je suis produit de la gratuité. Ni t'étais la gratuité comme enfant des militaires, je ne sais pas, je serais comment. C'est grâce à la gratuité que je suis devenu ce que je suis. Et à un certain moment de l'histoire de notre pays, vers les années 91-12, après la grève sauvage qui a vu nos enfants perdre une année blanche, qui a été appelée une année blanche, le cardinal Ichou, et à son âme, avait proposé aux parents
de soutenir les enseignants, ne serait-ce que pour le transport, pour la formation de leurs enfants, parce qu'ils considéraient que les enfants qui ne vont pas à l'école demain se feront diriger par les enfants qui vont à l'école. Et les enfants qui allaient à l'école, c'était les écoles étrangères, c'était les enfants des dignitaires. Alors il a donné la chance. C'était une solution palliative, mais et c'était devenu quelque chose d'intéressant parce que tout le monde s'est retrouvé et c'était devenu vraiment du business. C'est ce que je dénonce et condamne. Très bien. À ce niveau. Alors, je soutiens la gratuité à 100%. Parce que ça permet d'abord la gratuité de notre enseignement primaire nous a permis à récupérer plus de 4 millions de Congolais qui étaient hors circuit du système éducatif. Très bien. Donc, ce n'est pas rien, parce que ces enfants-là, à la fin déjà de l'école primaire, ils seront capables de lire, d'écrire, de calculer et de s'exprimer, donc de communiquer. Alphonse Kapata, il y a une polémique sur la scène, surtout politique. Je reconnais que cette politique n'a rien à voir dans la sphère éducationnelle congolaise, mais parlons-en quand même. Ceux du régime passé ont déclaré que la gratuité a commencé à cette époque. Dans le fond de la RDC, il y avait des classes où les élèves ne prenaient pas, les parents d'élèves ne prenaient pas en charge l'éducation de leurs enfants, tandis que les autres pensent que la totalité, la généralité de la gratuité, nous sommes en train de la vivre sous Félix Tshisekedi. En tout cas, ça ne prête pas à polémique, mais on a quand même besoin d'un éclairage sur les débuts de la gratuité de l'enseignement à un certain niveau. Oui. Vers l'année 2005, on a eu à parler de la gratuité de l'enseignement dans notre pays. On a dit que, sauf la ville, province de Kinshasa et la ville de Lubumbashi. Papa, je dois vous dire que depuis ces temps-là, la gratuité n'avait jamais été opérationnelle comme aujourd'hui. Très bien. Aujourd'hui, nous vivons la gratuité et un enfant des pauvres peut quitter sa maison pour l'école et étudier gratuitement et avoir les connaissances nécessaires. Alphonse Kapata, pour lui-même. Cette gratuité était opportune ou pensez-vous, comme d'autres Congolais, qu'il fallait attendre qu'on aménage très bien la maison avant de s'y lancer? Nous avons entendu pendant plus de 22 ans cette gratuité et elle ne venait pas parce que tout le monde avait trouvé intérêt dans cette pratique éhontée de prise en charge du système éducatif par les ménages pauvres. Très bien. Ce n'était pas du tout bien parce que beaucoup d'enfants, beaucoup plus intelligents que nous, ont vu leur vie être gâchée à cause de cette pratique-là. Aujourd'hui, les enfants congolais peuvent faire les études primaires sans inquiétude. Et je sais que les efforts sont en train d'être menés pour que les cycles terminal de base deviennent aussi gratuits. Très bien. Ce serait une très bonne chose parce que nous aurons des enfants congolais avec un certain niveau de culture qui leur permettront de se débrouiller et d'être utiles pour notre nation au lieu de rester en dehors du système éducatif. D'aucuns pensent que faute d'un bon examen de la question ou d'une bonne application de la chose, la gratuité de l'enseignement en RDC est en train de violer même certaines règles du monde de l'éducation, entre autres la gestion des effectifs des apprenants dans les locaux qui donne vraiment du pain sur la planche aux éducateurs. Oui. Vous devez comprendre que si la gratuité était une mauvaise chose, on ne verrait pas les enfants dans les classes. Si aujourd'hui nous observons les phénomènes de la pléthore dans les écoles, c'est justement pour donner raison à la mesure salutaire de la gratuité prônée par le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Salutations. Vraiment, chapeau bas pour lui, parce que lui, du moins, a osé. Et nous avons vu les impacts. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup d'enfants renouer avec les études et ça fait beaucoup de bien.
Et grâce aussi à la politique du gouvernement dirigée par son Excellence le Premier ministre Sama Lukonde, et avec, nous avons l'habitude de l'appeler les chantres de la gratuité, son Excellence Tony Mwabaka Zadi. Tous les ministres ont fait la même chose. Non, non, lui dit, moi je l'ai vu sur terrain en train de convaincre les enseignants à tenir la craie et à enseigner, parce que le gouvernement était en train de se battre pour voir leurs conditions de vie être revues. Hein? Voilà, les problèmes de la gratuité. Aujourd'hui, les gens, bon, pendant la période éhontée de prise en charge du système éducatif par les ménages pauvres, il y a eu des gens qui ont atteint un certain niveau de vie, mais en défaveur des autres parents. Parce que celui qui devait payer l'argent aux enseignants, c'était qui? C'était les policiers, c'était l'enseignant lui-même, parce que vous ne pouvez pas enseigner, faire enseigner votre enfant dans votre propre école. Si vous êtes du primaire, quand l'enfant est à l'école primaire, vous êtes là. Mais quand il passe au secondaire, vous perdez son contrôle. Vous commencez à payer. Et en voyant ce que vous touchez, vous déboursez tout pour les études de l'enfant qui va au secondaire. Et vice-versa, l'enfant, le collègue qui est au secondaire, doit aussi venir payer les études de son enfant du primaire. Mais aujourd'hui, l'enfant peut facilement étudier et les parents économiser. Cet aspect des choses n'est pas bien dit. Hein? Il y a des parents qui peuvent aujourd'hui économiser. Et grâce à la gratuité. Alphonse Kapata, nous avons constaté un recul en ce qui concerne les enseignements cadrant avec le civisme dans les écoles aujourd'hui. C'est quoi la raison? La raison, parce que nous avons eu d'abord les cours de l'éducation civique et politique. Aujourd'hui, nous avons le cours de l'éducation civique et morale, parce que l'aspect moral n'était pas au rendez-vous. Et vous savez comment la politique s'est définie dans notre pays, c'est l'art de mentir. Donc les gens ont pris pour valeur les antivaleurs. Aujourd'hui, les efforts sont en train d'être menés. Et les cours de civisme donnent des notions transversales. Et nous faisons même obligation aux enseignants qu'aucune leçon ne peut se terminer sans une leçon de morale. Vous conviendrez avec moi. L'enfant apprend le chiffre 1. Mais à la fin, il faut lui dire que voyez ce que vous apprenez aujourd'hui. Le 1 ici vous aidera demain à écrire les autres chiffres. Vous devez les maîtriser. Parce que demain, le 1 répété 2 fois vous donnera ce qu'on appelle 11. S'il a négligé d'écrire 1, il n'écrira pas 11. Voilà, il faut déjà préparer l'enfant à comprendre que tout ce qu'il apprend, c'est pour sa vie et pour le bien de la société. Alors, par quel mécanisme l'État congolais parvient à concilier les enseignements qui sont dispensés dans les écoles privées et ceux des écoles dites officielles? Vous m'avez présenté inspecteur chef des pôles primaires Gombe. Donc, je gère et les écoles publiques et les écoles privées agréées. Je dois vous dire, sur le plan de la compétition, tout le monde est là. Hein? Et lorsque nous proclamons, vous êtes même étonné de voir peut-être dans une école publique un enfant faire un meilleur score, hein? Qu'un enfant qui vient de l'école privée. Parce que je ne dis pas que toutes les écoles privées sont mauvaises. Non, les écoles privées, vraiment, merci aux compatriotes qui ont compris qu'il fallait soutenir l'État en créant leurs établissements. Parce qu'ils sont aussi en train de contribuer. Parce qu'avec les infrastructures qui sont les nôtres aujourd'hui, nous ne pouvons pas recevoir tout le monde. C'est ainsi que les rapports est le bienvenu. Et nous voulons seulement qu'ils puissent respecter les instructions. Les gens pensent que le système éducatif congolais n'est pas organisé. Non, c'est le système le mieux organisé. Nous avons des textes et des lois. Nous avons des outils qui nous permettent de travailler sans heurte. Mais c'est question seulement de les accepter, de les appliquer. Vous allez évoluer sans le moindre problème. Très bien, Alphonse Kapata, nous sommes vraiment à la fin de l'émission, mais pour les quelques minutes qui nous restent, peut-être une question ou deux. Quel quid de la délivrance des diplômes imprimés en dur des générations montantes
c'est qu'on a vu il y a très longtemps. Pourquoi ça ne peut pas être un cycle vraiment observé avec beaucoup de tact? Chaque année, quand vous finissez, vous récupérez vos diplômes. Bien, peut-être que vous êtes en retard. Nous savons que là, avec le ministre Tony Mwaba, vous allez encore le louer sur mon plateau. Il a mis en place un système de récupération des diplômes en ligne, tout ça. Mais n'a-t-il pas pensé aux années ascendantes? Oui, mais on avait beaucoup d'années de retard pour la délivrance des diplômes. Mais depuis peu, en tout cas, les efforts sont menés pour que l'enfant qui termine ses études après tout au plus une année, il a son diplôme. Vous voyez, c'est lui, il fallait attendre 5 ans, 10 ans, mais maintenant, c'est au bout d'une année, je pense que demain, ça sera aussitôt publié. Dans les jours qui suivent, l'enfant a son diplôme avec lui. Très bien, chers téléspectateurs, on ne saura pas aborder toutes les questions prévues au cours de ces 45 minutes. Donc, nous invitons avec vous l'inspecteur Alphonse Kapata de repasser sur ces plateaux de l'heure du Congo pour qu'on aborde les questions restantes, toujours sur les systèmes éducatifs congolais. En passant, je souhaite un très joyeux anniversaire à mon ami, mon pote, mon collègue Anthony Katumba. Joyeux anniversaire à toi, Anthony. Plein succès, longue vie, que Dieu te bénisse. Félicitations à mon ami Georges Kibonge, le président de la Fondation Mapendo Kweli, qui a organisé vraiment un grand spectacle, un grand festival dénommé Festival Vert au stade Katunga dans la ville de Kamituga, territoire de Mwenga dans la province du Sud Kivu. C'était une réussite avec ces concerts livrés par Werason. Très bien. Félicitations également au professeur Nemi Mwilania Wilonja, dont nous avons assisté au vernissage de l'ouvrage intitulé Région des Grands Lacs, dynamique des conflits et système de sécurité collective. Merci à vous. Inspecteur Alphonse Kapata, nous passons à une étape importante de cette émission. La coutume est telle que nous allons vous citer 3 noms. 3 noms de personnages connus en République démocratique du Congo. Vous allez regarder la caméra et vous allez vous adresser à ces personnages. Vous avez un conseil à prodiguer, une remarque à faire, quelque chose à faire observer, une félicitation à prononcer. C'est vous qui allez le faire. C'est vrai que c'est une partie qui peut faire battre votre cœur, mais importante. Votre caméra est là, vous la regardez, vous la fixez. Alphonse Kapata, inspecteur chef de poule primaire dans la commune de la Gombe pour le compte de l'EPST. La première personne à qui vous allez vous adresser brièvement, en moins d'1 minute, c'est le ministre honoraire de l'EPST, Maker Mwangou. Face à la caméra. Oui, Excellence honoraire, vous avez fait votre temps, vous vous êtes battu pour qu'aujourd'hui, nous ayons la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation. Et ça a été votre combat que nous sommes en train de pérenniser et de poursuivre. Voilà, vous méritez notre reconnaissance. Vous avez fait votre temps. Merci, coup de chapeau. Et si vous avez toujours des conseils à donner à ceux qui vous succèdent, il ne faut pas hésiter, il faut les approcher. C'est de cette manière-là que nous allons construire notre pays. Très bien. Merci beaucoup, Alphonse Kapata, inspecteur chef de poule primaire dans la commune de la Gombe pour le compte de l'EPST. Vous regardez la caméra et vous allez vous adresser en moins d'1 minute à une femme cette fois-ci. Il s'agit de Madame Marie-Ange Lukiana Moufankolo. Très bien. Oui, Maman Ange Lukiana, je vous admire beaucoup de voir une dame brillante et continuer à travailler pour le bien de la République démocratique du Congo, et surtout que vous êtes député, et de penser toujours à initier des lois qui puissent aider les pays à aller de l'avant. Très bien, merci, le message est arrivé. Et la toute dernière personne à qui vous allez vous adresser, inspecteur Alphonse Kapata,
inspecteur chef de poule primaire, extension de la Gombe pour le compte de l'EPST. Il s'agit donc d'un homme cette fois-ci, Monsieur José Makila Soumanda. Face à la caméra. Monsieur José Makila Soumanda, vous êtes Congolais, des pères et des mères. Je pense que vous portez la patrie dans votre cœur. Mettrez votre expertise et votre savoir-faire pour le bien du Congo. Merci beaucoup. Quant à moi, je dis félicitations à maman Elodie Bokamboulou ainsi qu'à son mari, Monsieur Mori, pour la croissance de Congotisme, l'ASBEL Congo et Autisme. Nous connaissons les sièges à la 6e rue Limité résidentielle. Aujourd'hui, c'était l'ouverture du siège de Congotisme dans la Tchangou, donc tout près de Pascal. Très bien, merci beaucoup de vous occuper des enfants vivant avec autisme. Merci au parrainage de la première dame Denise Nyakeru. Merci même au chef de l'État qui a son œil sur cette œuvre, qui s'occupe des enfants qui vivent cet état d'autisme. Nous disons également merci et félicitations à Monsieur Djouma Bin Kiboya, le président fondateur de la fondation Djouma Bin Kiboya, qui s'occupe des enfants orphelins à travers les hébergements qu'il leur offre dans les orphelinats, mais aussi des femmes veuves en situation difficile à qui il octroie des microcrédits pour des activités commerciales qui leur permettent de résoudre leurs problèmes de première nécessité. Je profite pour dire un grand merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés pour le succès de cette émission. Nous voyons à la régie l'ingénieur Mike Yann derrière la caméra. Nous avons monsieur Jean Dété Moukendi. Monsieur Michael, merci à vous. Nous avons été assistés par madame Abigail Kissalou. Un grand merci au peuple congolais qui nous a suivis et surtout, merci à l'inspecteur Alphonse Kapata qui a répondu à notre invitation. Merci, monsieur le journaliste. C'était un réel plaisir pour moi de partager ce que nous sommes en train de vivre dans notre système éducatif. J'aimerais inviter tous nos téléspectateurs à faire confiance à notre système éducatif parce que c'est un devoir qui nous appelle voir un Congo nouveau être construit au cœur de l'Afrique. Merci au DG Perle Kabinga, merci à Fils Kazadi. On se dit au revoir et on se voit à la prochaine édition. Bye bye.